Yo, salut la famille, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux début de semaine. Salut à vous tous, salut les gens de YouTube, un joyeux lundi la famille. Ouais, j'ai disparu ce week-end, j'ai pas fait de stream comme d'habitude le samedi, je suis vraiment désolé la famille. Bon, j'ai pris le week-end pour moi, c'était un peu tranquille, voilà quoi. Mais cette semaine, on va faire encore une fois le stream, voilà, le live stream sur YouTube comme d'habitude le samedi soir. Donc, j'ai hâte de parler avec 3 nouvelles personnes ce samedi. Donc, ne vous inquiétez pas. Sinon, bah, écoutez, ça va être une vidéo statique pour vous aujourd'hui. Demain, je serai en stream sur le Discord. Jeudi, ça va être une autre vidéo statique pour vous. Vendredi, je serai en stream sur le Discord. Samedi, je serai en stream avec vous sur YouTube. Donc, il y a du contenu cette semaine. N'oubliez pas que cette semaine, il y aura Jerome Powell qui va parler 2 fois. Mercredi, on a le FOMC Minute. Et vendredi, on a Jerome Powell qui va parler. Donc, ouais, deux folles journées, mercredi et vendredi. Ok. Donc, il y aura de la volatilité cette semaine, c'est sûr et certain, parce que tout le monde va attendre ce que Jerome Powell va dire. Non seulement le FOMC Minute, le FOMC Minute, c'est le rapport, c'est le récapitulatif de ce qui a été dit dans le dernier Fed Meeting. Maintenant, avec ce qui s'est passé avec le Japon, avec ci, avec ça, là, on a eu l'inflation qui a baissé, on a eu différentes sortes de rapports qui sont sortis. Maintenant, est-ce que Jerome Powell, dans ce FOMC Minute, il va annoncer une baisse de taux? I don't think so, no. Parce que le truc du Japon ne s'est pas très bien propagé. Je veux dire, voilà, il n'y a plus rien, on n'entend plus rien parler de, voilà, on a eu la catastrophe japonaise, elle a fait son truc, mais là maintenant c'est fini, on n'entend plus parler, tu vois. Donc je ne pense pas que Jerome Powell se sent obligé de baisser les taux pour sauver le système. Le système, il est là. Il n'y a pas encore une cassure incroyable, donc je ne pense pas qu'il va venir, ok, tu sais quoi, je vais baisser les taux. Non, non, non. Donc la baisse de taux aura toujours lieu le mois de septembre, à mon avis, le 13 et le 14 septembre. Le prochain Fed Meeting, c'est ce que je pense. À part si on a un truc bizarre cette semaine, je sais pas moi, demain ou aujourd'hui ou mercredi matin, un truc vraiment, vraiment, vraiment fou. Et là, on vit une cassure. Là, ok, Jerome Powell peut sortir cette semaine et annoncer une baisse de taux. À part ça, je ne pense pas qu'il y aura une baisse de taux. La baisse de taux, elle se fera le mois de septembre. Ok. Donc, tout ça, j'en parle et je le partage sur le Discord. Donc, si ça vous intéresse, venez dans le Discord. Le lien, il se trouve dans la description sur chacune des vidéos. Sinon, la famille, n'oubliez pas que le Decent Wallet, il y a toujours un rabais de 50 $. Au lieu de 159 $, c'est 109 $. Et le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon, la famille, je vous conseille fortement d'ouvrir un compte sur Bitrou le plus tôt possible. Ok. Sinon, le Club des Champions vous attend 570 membres. Ok. On avance. Donc, premier article, XRP Ripple. Swiss Gold accepte désormais le XRP comme option de paiement pour acheter de l'or. Donc, comme vous le savez, XRP est accepté comme mode de paiement, comme option de paiement partout, hein, pas partout, mais je veux dire dans plein de magasins, dans plein d'entreprises, etc. Donc, ce n'est pas propre, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais n'oubliez pas que XRP utilisé comme option de paiement, ce n'est pas une utilité. XRP, c'est une devise comme n'importe quelle autre crypto. Shiba, Doge, PP, 4chan, tant que le magasin accepte la crypto avec laquelle tu veux payer, bah, tu peux payer avec n'importe quelle crypto que tu veux, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'il y a beaucoup d'entreprises qui touchent l'or, qui vendent l'or, acceptent souvent XRP comme option de paiement. Bah, c'est bien, aucun problème. Il y a des magasins en Europe, il y a des magasins aux États-Unis, au Canada qui acceptent XRP comme option de paiement. Mais ce n'est pas propre à XRP. Ce n'est pas que XRP qui est utilisé pour acheter de l'or. Non, 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 non. XRP est une devise comme n'importe quelle autre crypto, Shiba, Doge, n'importe. Donc n'importe quoi on peut utiliser pour acheter de l'or. Ok. Mais ça reste une bonne nouvelle, quoi. C'est bien, c'est bien pour vous, hein. Là, on parle de Swiss Gold, donc c'est sûr et certain, c'est en Europe, c'est suisse. Donc, c'est bien pour vous, les Français. C'est une façon d'acheter de l'or sans retirer sur vos comptes bancaires. Parce que si vous retirez sur vos comptes bancaires, vous avez la flat tax de 30%. Là, maintenant, avec XRP, juste avec vos XRP, quand XRP va augmenter, va apprécier dans le cycle haussier,
Vous allez faire vos profits avec vos XRP. Vous n'avez pas besoin de revendre vos XRP pour de l'euro et après prendre de l'euro et aller dans un magasin, l'acheter cash, acheter de l'or cash. Bah, dans ce processus, voilà, dans ce processus, tu vas payer de la taxe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en utilisant XRP directement et tu achètes de l'or avec, bah, c'est meilleur, je trouve. Tu vois? Donc, déjà, tu élimines la flat tax. Hein, et voilà, et c'est beaucoup plus rapide. N'oubliez pas qu'il y a aussi l'or tokenisé sur le XRP Ledger aussi. On en a parlé dernièrement, je pense 2 ou 3 mois. Il y a une startup sur laquelle Ripple a investi. Elle va ramener la tokenisation de l'or sur le XRP Ledger. Donc ça aussi, c'est une façon pour nous d'acheter de l'or, d'investir sur l'or sans posséder de l'or. Donc sans acheter des lingots d'or, sans aller dans un magasin d'or ou n'importe. Sur le XRP Ledger, tu peux trader tes XRP pour de l'or sur le DEX du XRP Ledger. Voilà, d'une façon tokenisée. Vous savez que acheter de l'or et acheter les métaux précieux, c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose de fondamentalement important. Okay? Parce que ce qui s'en vient, c'est la merde. L'économie va s'empirer encore et encore et encore. Et ça, c'est des choses que nos ancêtres faisaient depuis la nuit des temps, hein, depuis toujours. Quand c'est la merde, on achète de l'or. Voilà. Là, c'est la merde. Et la merde va continuer à s'empirer. Donc, il faut vraiment acheter de l'or. Il faut vraiment mettre des piliers de base. Donc, ou bien l'or, ou bien l'argent, ou bien si vous êtes des passionnés des métaux précieux, bah, tu as l'or, tu as l'argent, tu as le palladium, tu as le platinium, tu as le cuivre. Tu as plein d'autres sortes de métaux précieux. Si tu es passionné, bien sûr, tu peux te faire un bon portfolio de métaux précieux. Mais pour les autres qui sont que crypto, qui ne connaissent pas l'or, qui n'ont jamais investi dans l'or et qui veulent, voilà, qui veulent se protéger de ce qui s'en vient, ben, je vous conseille deux trucs. Voilà, ou bien l'argent ou bien l'or. L'argent, c'est moins cher. Donc, tu peux vraiment te faire un joli portfolio en argent, hein, si tu veux. L'or, oui, bien sûr, il est beaucoup plus cher que l'argent. Là, juste hier, il a touché 2500 $ la ounce, son all-time high. Et ce n'est que le début. D'ici 2025, je pense qu'il va toucher le 3500 $ la ounce. Et ce n'est que le début. D'ici 2030, 2035, on parle de 10 000, 15 000, 20 000 $ la ounce. Donc, il y a beaucoup d'argent à se faire avec l'or et avec les métaux précieux. Et c'est surtout une protection de ce qui s'en vient. Okay? Vous devez vous protéger, vous devez protéger votre famille, vous devez protéger votre futur, vous devez protéger votre fortune que vous allez vous faire avec XRP, que vous allez vous faire avec Telcoin, que vous allez vous faire avec XDC. Donc, vous devez la protéger en achetant de l'or. Donc, Swiss Gold accepte XRP comme option de paiement pour acheter de l'or. Donc, le jour où XRP va commencer à exploser, et là, vous voyez que, ok, c'est bon, je suis en mode profit, ben, au lieu de vendre tes XRP, ben, tu vas directement dans le magasin de Swiss Gold ou bien par exemple sur Internet, sur leur site web et tu achètes tout ce que tu veux acheter en XRP. Tranquille, merci, bonsoir. Donc, pensez-y la vérité, pensez-y. Sinon, la demande de XRP, est-ce qu'elle va augmenter avec Swiss Gold parce qu'elle accepte XRP comme option? Non, la demande de XRP va augmenter grâce aux fonctionnalités qui s'ajoutent sur le XRP Ledger comme les AMM, comme le lending protocol, comme la DeFi institutionnelle. C'est ça qui fera que la demande de XRP augmentera. Mais la demande de XRP augmentera pour les institutions. Parce que là, ce que XRP Ledger fait et ajoute comme fonctionnalité, c'est pour la DeFi institutionnelle. Donc, la demande va augmenter la demande de XRP va augmenter chez les institutions financières. Maintenant, chez les particuliers, ben, on peut dire que ce genre de choses comme XRP est accepté comme option de paiement. Oui, ça pourrait faire augmenter la demande chez les particuliers. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, de un, les particuliers ne vont pas acheter du XRP pour acheter de l'or. Les particuliers, monsieur, madame, tout le monde, ils vont acheter de l'or avec leur argent, avec les dollars, avec les euros. Il ne va pas acheter des XRP pour aller acheter de l'or. Il n'a pas besoin. Tu vois? Mais nous, les investisseurs sur XRP, ben, c'est nous les particuliers. Donc, est-ce qu'on va acheter du XRP pour acheter de l'or? Non, on va utiliser nos XRP qu'on a déjà pour acheter de l'or. Donc, est-ce que la demande va vraiment augmenter? Non, pas vraiment. Mais la demande chez les institutions financières, elle va augmenter, ça c'est sûr. Mais chez les particuliers, I don't think so. Parce que seuls les particuliers qui vont utiliser XRP comme option de paiement, c'est ceux qui investissent sur XRP. Monsieur, madame, tout le monde ne vont pas acheter des XRP pour aller acheter de l'or.
Il va juste utiliser ses dollars ou ses euros pour acheter de l'or. Il n'a pas besoin d'acheter du XRP. Il ne connaît même pas XRP, lui. Tu vois? Donc, la demande ne va pas augmenter chez les particuliers. C'est sûr et certain. Mais la demande va augmenter, ça on le sait tous, avec la DeFi institutionnelle, avec les AMM, avec le lending protocol, avec tout ce bordel, tout ce que j'arrête pas de vous expliquer. Bien sûr, elle va augmenter au fil du temps, c'est sûr et certain. Surtout quand on aura les régulations, les règles du jeu global aux États-Unis et dans le monde. Donc, est-ce que ça c'est bullish pour XRP? Non, ce n'est pas bullish pour XRP. C'est juste un truc normal. Swiss Gold accepte désormais le XRP comme option de paiement. Elle peut accepter n'importe quel autre crypto. Ce n'est pas propre à XRP. Ce n'est pas que XRP. Elle peut accepter XLM, elle peut accepter XDC. Normal, tu vois. Donc, non, ce n'est pas bullish. Et non, ça ne va pas augmenter la demande de XRP. Non, voilà, pour moi. Donc, Xaman. Donc, ici, on parle de Xaman, donc le wallet Xoom. Allez, vas-y. Donc, Xaman Wallet s'associe à Immersive de Mastercard pour déployer des cartes Web3 d'autogarde. Waouh! Donc là maintenant, Xaman, qui est l'ancien wallet Xoom, qui est créé par un ancien employé de Ripple qui utilise le XRP Ledger, s'associe à Immersive de Mastercard. Donc là, Xaman Wallet s'associe à Immersive. Immersive, j'ai déjà entendu parler de ce truc-là. Mastercard pour déployer des cartes Web3 d'autogarde. Donc là, ça va être des cartes Web3 qu'on pourra utiliser, hein, qu'on pourra acheter ou qu'on pourra recevoir en faisant la demande sur Xaman Wallet. Une fois qu'on reçoit ces cartes Web3, alors ça fait quoi? Ça fait to launch self-custody. Ah, ok, donc en fait, c'est des cartes que tu utilises pour des services de garde. Ben, c'est comme, elle est où ma carte là? Elle est où? Attends, c'est comme Decent. C'est comme Decent Wallet, tu vois la carte? Tu vois, donc ça c'est une carte service de garde ça. Ben ouais, c'est... Non, c'est pas service de garde, c'est backup card. Donc ça c'est une carte pour... si je perds la carte Decent, ben je peux reprendre ma carte avec ça. Bon, ce n'est pas la même chose. Mais Mastercard et Xaman vont avoir une carte comme celle-là. Ok? Est-ce que tu peux l'utiliser pour payer? Ou c'est juste pour... le service de garde, quoi. C'est juste pour stocker, quoi. On va lire là maintenant. Xaman Wallet collabore avec Immerse, une plateforme mondiale d'émission de cartes Web3. Et membre principal de Mastercard pour lancer des cartes Web3 autodépositaires. Voilà, donc ok, c'est ça. Donc, ok, attends. C'est ça, en autogarde alimentée, tu vois. Donc, on parle toujours d'autogarde. Autogarde. Autodépositaire, autogarde. Mais là, ma question, est-ce qu'on peut les utiliser pour des paiements, ces cartes-là? C'est ça ma question. Xaman a annoncé le partenariat dans un article du 15 août sur X, citant un tweet immersif adressant à la communauté XRP. La divulgation a mis en lumière une nouvelle fonctionnalité qui alimentera l'expérience Web3 Mastercard. Ok. Donc, à part l'autogarde, ben, je n'ai pas besoin de mettre mes cryptos dans une carte Mastercard pour l'autogarde. J'ai juste besoin de mettre ça sur Xoom. J'ai déjà mon autogarde, j'ai mon Ledger, j'ai mon Decent. Je veux dire, c'est quoi le rapport de mettre un service de garde sur une carte Mastercard? À part si elle nous laisse bien sûr acheter avec. Là, tu auras un service de garde plus tu achètes avec la carte, bien sûr. Là, ça c'est autre chose. Mais là, ça fait que parler d'autogarde. En figure, Eri, figure de la communauté XRP, a réagi à la collaboration entre Xaman Wallet et Immerse, félicitant Jérôme Faury, le fondateur d'Immerse, pour cette étape importante. Ok, importante donc quoi? Dans un article, en fait, c'est bien, c'est important. C'est important. Le Web 3, vous savez que maintenant, on est basé sur le Web 2. Maintenant, on est en train d'aller vers le Web 3. Le Web 3, quand tu parles de Web 3, tu parles de blockchain. Donc, c'est bien d'avoir Mastercard qui surfe dans le Web 3, etc., etc., la blockchain. C'est bien de voir Xaman qui se connecte à Immerse et tout. C'est bien, j'ai rien à dire. C'est bien, c'est important, c'est good. On se marie avec le système traditionnel et on voit des belles collaborations. Ça, je suis totalement d'accord. Mais nous, on a les particuliers. C'est quoi le rapport de posséder cette carte Web3 Mastercard? C'est quoi? C'est ce que je veux savoir.
Mastercard a expliqué le motif du projet et le besoin croissant de cartes Web3. Ça, c'est vrai. Il faut des cartes Web3. Ça, je suis d'accord. Parce que le monde est en train de se diriger vers le Web3. OK? Les metaverses, tout ce bordel. Donc, la DeFi. Donc, ça, c'est le Web3. Ça, je suis totalement d'accord. Qui donne aux utilisateurs un contrôle total sur leurs fonds. OK. Mastercard a souligné que son nouveau programme Web3 inaugurera une expérience Mastercard pour les utilisateurs de portefeuille autonomes. Cela devrait également leur permettre de profiter de la portée mondiale de Mastercard tout en ayant le contrôle total de leurs fonds. Voilà, ok. Donc, on utilisera cette carte pour des paiements parce que permettre de profiter de la portée mondiale de Mastercard. Voilà. Donc, c'est des cartes Web3, ok, que tu pourras utiliser pour des services de garde, pour autogarde. Donc, tu mets tes XRP sur cette carte Web3 Mastercard parce que n'oubliez pas, c'est Xaman qui est connecté à Mastercard. Donc, tous les tokens qui se trouvent sur le XRP Ledger, tu peux littéralement les mettre sur cette carte Web3 autogarde. Donc, on peut parler de Gala, on peut parler de Bitcoin, on peut parler d'Ethereum, on peut parler de XRP, tout ce qui se trouve sur le XRP Ledger. Donc, à fur et à mesure, on aura différentes devises, différentes valeurs, différents actifs tokenisés ou n'importe, que tu pourras déployer sur des cartes Web3 d'autogarde et que tu pourras utiliser comme paiement partout là où Mastercard se fait accepter, quoi. Ok, c'est bien, c'est bien. Mastercard a un partenariat similaire avec des leaders du secteur tels que MetaMask. Ouais, ça fait plus de sens parce que MetaMask, c'est un wallet qu'on utilise tous. Alors imagine MetaMask et Mastercard qui créent une carte. Donc, ça veut dire que tout ce que tu as dans ton wallet MetaMask, tu pourras l'utiliser dans ta carte Mastercard. Ben, c'est pareil avec Xaman. Ben, voilà, là, on a compris. Xaman, tout ce qui se trouve sur ton wallet Xaman, tu peux le mettre sur ta carte Mastercard et ta carte Mastercard, tu peux l'utiliser partout dans le monde entier. Voilà. Ben, c'est pareil avec MetaMask. C'est pareil avec Banks Group. C'est pareil avec Monavat et Lynch et OneInch. C'est bien. Pour de vrai, c'est bien parce que ça va nous donner l'occasion de dépenser nos actifs. Parce que là, nos actifs, on fait quoi avec? On ramasse, 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 on ramasse. Voilà, on attend le bull run. Une fois que le bull run vient, qu'est-ce qu'on fait avec nos actifs? Qu'est-ce qu'on fait avec nos actifs? On les vend pour de l'euro, pour du dollar. Maintenant, avec le temps et ce genre d'adoption et ce genre de collaboration, ben là, on aura plein de Mastercard, plein de Visa, plein d'options pour utiliser ou dépenser nos actifs sans les vendre. Tu comprends ce que je veux dire? Sans les vendre. Donc déjà ça t'élimine directement la flat tax du 30%. Après, bien sûr, tu vas payer une taxe, que tu le veuilles ou non. Mais tu ne vas pas payer le 30% flat tax parce que tu retires directement sur ton compte pour acheter ce que tu veux acheter. Là, tu le fais directement avec ta carte Web3 Mastercard. Grâce à MetaMask et grâce à Xaman. C'est cool ça. Certaines caractéristiques de base du produit final de ces partenariats incluent la connaissance de votre client et les protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent. Ces nouveaux produits permettent également aux utilisateurs de consulter l'historique des transactions et d'annuler les transactions. Nouvelle documentation pour les applications décentralisées. Tu vois, regarde, là ici, ça te parle de blanchiment d'argent, des protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent. Ben ouais, et ça fait partie des taxes, ça fait partie de plein de choses. Parce que là, si tu as la carte Web3 Mastercard et tu fais qu'envoyer tes cryptos sur Mastercard, sur la carte et de MetaMask à Mastercard et tu fais que acheter, et la personne… Non, non, non. Là, tout le monde peut le faire et personne ne va rentrer en prison, quoi. Donc là, ils vont vraiment faire attention avec ces cartes Web3 parce que n'oubliez pas, c'est la blockchain, donc tout est transparent, tout est tracé, donc ils pourront savoir exactement ce que tu fais, quoi, tu vois. Donc, si tu ne payes pas tes taxes ou si tu ne fais pas les choses bien, tu pourras être accusé de blanchiment d'argent. C'est chaud. Et beaucoup de monde seront accusés de blanchiment d'argent, crois-moi. Même moi, je pourrais être accusé de blanchiment d'argent parce que voilà, toi, tu fais ta vie, tu gaspilles ton truc, ton argent, tu es une personne normale, tu as investi tranquille, donc tu ne penses pas vraiment aux taxes et fiscalité et tout. Tu fais ta vie tranquille, tu vois. Jusqu'à un jour, ils vont venir, monsieur, vous êtes accusé de blanchiment d'argent parce que quoi? Nouvelle documentation pour les applications décentralisées. Immerse, qui se concentre sur l'émission de cartes Web3, conçue pour les applications et les échanges décentralisés, a déjà publié une documentation détaillée pour les développeurs d'applications décentralisées. La documentation donne un cadre aux développeurs d'applications décentralisées qui souhaitent intégrer leur propre Mastercard Web3 de marque pour leurs projets respectifs. Ça, c'est intéressant. Vraiment, c'est intéressant ce qui se passe. Et c'est ça qui fera que l'adoption va s'accentuer et va aller beaucoup plus vite. C'est ça, c'est ce genre
de collaboration et ce genre de produits qu'on crée, tu vois, qui marie le système traditionnel avec le nouveau système, quoi. Donc, Xaman Wallet, rebaptisé Xoom en décembre dernier, est le principal portefeuille d'autoconservation pour le XRP Ledger. Voilà, donc Xaman, c'est déjà un portefeuille d'autogarde, tu vois. Comme MetaMask, c'est un portefeuille d'autogarde. Voilà. Donc là, maintenant, ces portefeuilles-là vont collaborer avec Mastercard pour créer des cartes Web3 qui vont nous permettre de dépenser nos cryptos qui se trouvent dans ces wallets d'autoconservation, d'autogarde, partout dans le monde. C'est cool. On avance. Ripple Business Dealings. Donc, Ripple Business Dealings montre 1700 contrats signés pour XRP. Donc, ça veut dire que toutes les ventes que Ripple a fait avec des fournisseurs ODL ou avec des institutions financières, alors ça veut dire qu'on parle de 1700 contrats signés. Donc, ça veut dire qu'il y a des contrats signés avec des banques, avec des fournisseurs de paiement, avec des institutions financières. Donc, ils ne doivent pas parler. Ils sont en mode NDA, là, vraiment là. Donc, c'est vraiment un contrat, tu dois le respecter. Si tu ne le respectes pas, il y a un procès qui va se passer. 1700 contrats. Et c'est pour ça que beaucoup de fournisseurs de paiement de banques ne parlent pas. On ne parle pas, ils sont silencieux par rapport à XRP parce qu'il y a des contrats signés. Chut, tu vois. Non seulement c'est des contrats signés pour ne pas revendre les XRP sur le marché secondaire, parce que n'oublie pas, les institutions financières, les fournisseurs de paiement achetaient des XRP ou achètent des XRP de chez Ripple directement moins cher. Donc, ils ont des contrats entre eux, entre Ripple et les institutions financières, les fournisseurs de paiement ou n'importe qui achète des XRP directement de chez Ripple. Ils ont des contrats entre eux pour que ces institutions financières, ces fournisseurs de paiement ne revendent pas les XRP sur le marché secondaire. Parce que s'ils achètent des XRP à 8 centimes chez Ripple, et là sur le marché secondaire ça vaut 60 centimes, alors crois-moi, ils vont se faire un putain de profit. Mais n'oublie pas que les fournisseurs de paiement qui achètent XRP directement de chez Ripple, les institutions financières qui achètent directement des XRP de chez Ripple ne sont pas là pour investir sur XRP, ils sont là pour utiliser XRP. Donc malgré ça, ils ne vont pas revendre des XRP, mais il faut toujours se protéger. Donc c'est pour ça que Ripple fait un contrat entre elle et les fournisseurs de paiement, les institutions financières pour protéger le marché du XRP, pour protéger la stabilité du prix du XRP. Donc 1700 contrats, ça prouve hein, comment c'est secret ici, tu vois. Donc le document révèle que la société a conclu plus de 1700 contrats avec des institutions financières et des entreprises pour effectuer des transactions XRP. Des membres de la communauté XRP ont récemment refait surface ce document judiciaire initialement déposé en 2023 au cœur de l'affaire Ripple et SEC. Selon le document, les 1700 contrats sont des accords spécifiques décrivant les conditions dans lesquelles Ripple a transféré le XRP à diverses contreparties dans le cadre de transactions commerciales. Donc, le contexte de la révélation à l'époque était que le demandeur et le défendeur cherchaient l'autorisation du tribunal pour rejeter certains témoignages d'experts qui pourraient nuire à leur position dans la procédure judiciaire. L'un de ces témoignages susceptibles d'être rejetés était l'opinion d'Alan Schwartz, professeur de l'université de droit de Yale, sur les contrats de vente XRP de Ripple. Lors de l'enquête préalable, les plaideurs avaient produit plus de 1700 contrats sur la distribution XRP de Ripple. Commentant ces transactions, Schwartz a classé ces contrats en 4 groupes principaux. La première catégorie comprend les contrats dans lesquels Ripple transfère directement le XRP à une contrepartie. La deuxième catégorie comprend les contrats dans lesquels les contreparties ont convenu de vendre du XRP au nom de Ripple via des plateformes de trading. Pendant ce temps, la troisième catégorie comprend les contrats dans lesquels Ripple a payé des services fournis par des contreparties utilisant XRP. La quatrième et dernière catégorie est un groupe divers qui comprend les contrats qui ne rentrent pas dans les 3 premières catégories. Donc, différents contrats, différents types de contrats. Il y en a qui ont un rapport avec Ripple a payé des services fournis par des contreparties pour utiliser XRP. Donc, ça, c'est des contrats. Donc, un contrat entre moi et toi. Donc, je te paye pour utiliser le XRP. Donc, ça, c'est numéro 1. Tu as 4 catégories. Donc, 4 différents contrats. C'est ce qui fait qu'il y a 1700 contrats. C'est fou, hein? Donc, sur la base de son analyse, le professeur Schwartz a conclu que les contrats Ripple diffèrent considérablement de ceux décrits dans le test Howey.
Il estime qu'ils ne contiennent pas de dispositions obligeant Ripple à prendre des mesures après-vente susceptibles d'avoir un impact sur la valeur du XRP ou de distribuer des bénéfices aux investisseurs. Cependant, la SEC a tenté d'exclure le témoignage de Schwartz, arguant que ses opinions étaient des conclusions juridiques inacceptables. Ben ouais, la SEC qui n'aime pas la vérité. Eh ouais, et ce Alan Schwartz, il a clairement différencié tous les contrats. On a 4 types de contrats. Et là, ça prouve que tous ces contrats-là ne rentrent pas dans le test Howey. Donc, ça prouve que la SEC ne peut rien faire contre Ripple. Et bien sûr, vu que la SEC n'a aucun argument, tout ce qu'elle a à dire, c'est des conclusions juridiques inacceptables. Qui interprétait mal le test Howey. Néanmoins, le tribunal a rejeté la requête de la SEC, autorisant ainsi le témoignage de Schwartz. Bravo, bravo, bravo. Et tout ça, ça a été fait en 2023, hein, donc ce n'est pas nouveau. Réaction de la communauté à l'importance des contrats de vente Ripple XRP. Notamment, les discussions sur l'importance des 1700 contrats ont fait le tour de la communauté XRP. Le groupe de passionnés de XRP interprète cette information comme un signe haussier. Ben, pour moi, signe haussier ou pas, je n'ai pas besoin de connaître le nombre des contrats pour savoir est-ce que XRP il est haussier ou pas. J'ai juste besoin de regarder la charte. Et la charte me confirme clairement que XRP est dans une structure haussière. L'utilité me confirme clairement que XRP est haussier. Donc, je n'ai pas besoin de connaître les 1700 contrats pour dire que XRP, voilà, c'est un signe haussier. Non. Il pense que plusieurs institutions notables ont probablement même adopté le XRP pour les transactions. Ce qui constitue un argument optimiste en faveur du XRP. C'est pour ça que je vous ai dit au début, on ne peut pas savoir. Il y a 1700 contrats. Donc, il y a des contrats où tu ne peux pas parler. Ripple ne peut pas parler et les banques ne peuvent pas parler. Les fournisseurs de paiement ne peuvent pas parler. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'eux tous, ils ne peuvent pas parler. Mais la plupart ne peuvent pas parler. Tu vois, la preuve, 1700 contrats. Donc, on avance, on avance, on avance. Ici, on va parler de la SEC. Et ici, ça dit que la SEC elle a 90% de chances de gagner en appel contre Ripple. Réagit la communauté XRP. Donc, encore une fois, dans cette affaire juridique, moi, je pense que, bon, je ne vais pas penser, mais ça ne m'étonnerait pas de voir la SEC faire appel. Parce que la SEC va, pour moi, faire appel sur le 2 milliards. Parce que le 125 millions de dollars, pour moi, la SEC voudra gratter plus, d'après moi. Sinon, la SEC, depuis l'année passée, elle court après les ventes programmatiques. Donc, je pense que la SEC va finir par faire un appel sur les ventes programmatiques. Si la SEC fait appel, alors Ripple fera appel aussi. Si la SEC ne fait aucun appel et la SEC ferme sa gueule et baisse la tête, Ripple ne fera aucun appel aussi. Parce que les ventes institutionnelles que Ripple a perdues, ce n'est pas la fin du monde pour Ripple. Comprenez, ce n'est pas la fin du monde pour Ripple. Parce que les institutions financières, les fournisseurs de paiement, etc., peuvent se procurer du XRP sans passer par Ripple. Ils peuvent utiliser XRP en passant par Ripple, sans acheter et sans vendre du XRP. Tu vois ce que je veux dire? Ou bien, s'ils veulent acheter du XRP, ils peuvent aller ailleurs, sans passer par Ripple. Donc, vente programmatique, marché secondaire ou en dehors des États-Unis. Donc, s'ils veulent acheter du XRP et détenir du XRP, là, je parle des États-Unis. S'ils veulent utiliser XRP sans détenir du XRP, ben, ils vont passer par Ripple Paiement Direct. Donc, Ripple a mis toutes les alternatives possibles pour que les clients américains utilisent XRP ou achètent du XRP. Voilà. Donc, c'est pour ça que Ripple ne fera pas un appel ou appel si la SEC ne fait pas d'appel. Parce que Ripple s'en fout. Les alternatives sont là. Les institutions financières, ils peuvent s'acheter du XRP s'ils veulent. Ils peuvent revendre leur XRP s'ils veulent. Ils peuvent utiliser XRP sans acheter ni vendre du XRP. Donc, il y a toutes les alternatives. So, ça ne dérange pas. Mais si la SEC fait appel, alors Ripple fera appel. Juste pour faire chier. Et non. Donc, là aussi, on parle de 90% de chances de gagner en appel. 90% de chances de gagner en appel. Je pense pas la vérité. Je pense pas que la SEC a 90% de chances de gagner en appel. Mais il y a 90% de chances qu'elle fasse un appel. Mais gagner l'appel, I don't think so. Denise Keller, président et chef de la direction de Better Markets, exprime sa confiance dans les chances de la SEC de gagner en appel contre Ripple. Selon Keller, la SEC a 90% de chances de réussir en appel. Keller a émis cette spéculation en réaction
aux affirmations du CLO de Ripple, Stewart Alderoty, concernant la possibilité que le deuxième circuit annule la décision du juge Torres. Ben, le deuxième circuit, le juge Torres, le deuxième circuit ne va jamais annuler, comment dire, ne va jamais annuler la décision du juge sur la clarté du XRP. La clarté du XRP va rester intacte. XRP, ce n'est pas une sécurité. Ok, ça, personne ne pourra faire revenir la juge sur sa décision. Maintenant, les ventes, c'est ce qui en fait que XRP est devenu une sécurité. Mais si les ventes arrêtent, XRP n'est pas une sécurité. Il n'y a aucun problème. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, le deuxième circuit ne va pas faire revenir la juge sur la décision qu'elle a donnée concernant la clarté du XRP. Mais elle pourrait refaire revenir la juge sur sa décision concernant les ventes programmatiques si la SEC vient avec des nouveaux arguments. Tu comprends? Après, moi, je n'ai pas d'opinion sur ça parce que ça me dépasse. Je ne suis pas un juge, je ne suis pas un avocat, ça me dépasse. Moi, je vais juste avec la logique. La SEC n'a pas d'argument depuis 4 ans, 5 ans qu'elle se bat à zéro, que dalle. Donc pour moi, qu'est-ce qu'elle va sortir de sa poche maintenant pour gagner dans le deuxième circuit? Tu vois ce que je veux dire? Ripple CLO déclare que la SEC a 10% de chances de gagner en appel. Ça, je suis d'accord, 10% de chances de gagner en appel, mais 90% de chances de faire un appel. Oui, je suis d'accord. Comme indiqué précédemment, le Ripple CLO a affirmé que le deuxième circuit n'annulerait pas la décision du juge Torres concernant le statut de non-sécurité du XRP et la négociation de la pièce sur le marché secondaire. Pour situer le contexte, le juge Torres a estimé que le XRP en soi n'est pas un titre et que la négociation du XRP sur le marché secondaire ne constitue pas un contrat d'investissement. Ça, personne ne va faire revenir la juge sur sa décision. Pour moi, c'est clair et net. Okay? Mais les ventes programmatiques, yes, la juge peut revenir sur sa décision si la SEC fait ce qu'il faut. Dans une récente interview, Alderoty a qualifié la décision de loi du pays, notant qu'il est peu probable que la SEC obtienne gain de cause devant la cour d'appel. Selon Alderoty, le deuxième circuit annule rarement les décisions des tribunaux inférieurs avec des taux d'annulation inférieurs à 10%. Cela suggère qu'Alderoty estime que la SEC a moins de 10% de chances de gagner en appel. Ben, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec Alderoty. Ce n'est pas parce que c'est un avocat de Ripple. Je suis d'accord avec lui parce que ça fait du sens. Ça fait du sens. Quel argument? Ils ont quoi? Ils ont quoi dans leur poche? Pour faire revenir la juge sur sa décision, ils ont quoi dans leur poche? Nothing, zéro, nada, que dalle. Donc, cependant, Keller pense que la SEC a plus de chances de gagner en appel contre Ripple, plaçant les chances à 90%. Ben, donne-nous les arguments. Avec quoi? Yallah, parle. Le PDG de Better Markets a critiqué le juge Ripple pour avoir bouleversé 90 ans de droit lorsqu'il a statué que les lois sur les valeurs mobilières ne devraient protéger que les investisseurs avertis, sans aucune protection pour les investisseurs non avertis. Ben là, il fait n'importe quoi ce Better Markets. Au contraire, la juge, elle a été intelligente à faire la différence. Parce que si on ne fait pas de différence, l'innovation aux États-Unis ne va jamais avancer. Hein? La blockchain et cette nouvelle technologie ne va jamais se faire adopter. Parce que si on ne fait pas de différence entre des investisseurs institutionnels et des utilisateurs institutionnels, parce que les investisseurs institutionnels, ils vont investir. Là, c'est normal, c'est un contrat d'investissement. Mais les utilisateurs institutionnels, eux, ils vont utiliser. Donc, ils s'en foutent d'investir, eux. Ils s'en foutent. Ils ne sont pas là pour investir. Ils veulent juste utiliser. Parce que c'est un service qu'ils offrent à leurs clients. Et ce service-là améliore la vie de leurs clients. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de contrat d'investissement entre les fournisseurs de paiement et les fournisseurs ODL. Mais si on met tout dans le même sac, alors on ne va jamais sortir de la forêt, quoi. Ben, je suis totalement en désaccord avec Better Markets. Keller a souligné que d'autres juges ont rejeté la décision du juge Torres, indiquant qu'elle était incorrecte. Les critiques de Keller se concentrent notamment sur le jugement sommaire du juge Torres, qui a conclu que Ripple avait violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières, blablabla. Donc, les passionnés de XRP réagissent, comme d'habitude. Donc, en réaction, CryptoLaw a corrigé 3 idées fausses dans le commentaire de Keller. Premièrement, le média
a précisé que la décision du tribunal a déclaré que XRP en soi n'est pas une sécurité. C'est vrai, en soi, il n'est pas une sécurité. C'est les ventes qui l'ont rendu une sécurité. Cependant, la décision a statué que la manière dont le jeton est emballé ou vendu pourrait constituer un contrat d'investissement. Voilà, c'est comment il est emballé, comment il est vendu. Tu vois, c'est ça qui fait que c'est une sécurité. Mais lui, de sa nature, ce n'est pas une sécurité. Selon CryptoLaw, tout argument contraire à cette décision est un raisonnement à l'envers. Deuxièmement, CryptoLaw a mentionné que la SEC a reconnu devant le tribunal qu'elle ne ferait pas appel de la décision concernant son argument infructueux selon lequel XRP est une valeur mobilière. Enfin, il a souligné que le juge Ripple n'est pas un « il » comme l'a noté Keller dans son précédent tweet. Donc, en outre, l'avocat Bill Morgan a contesté l'affirmation de Keller selon laquelle d'autres juges avaient rejeté la décision du juge Torres. Selon lui, la juge au pouvoir dans le procès Binance, la juge Amy Berman Jackson, était déjà d'accord avec la distinction faite par le juge Torres. Oui, ben c'est ça. La distinction, elle est extrêmement importante. Tu as les investisseurs institutionnels et tu as les utilisateurs institutionnels. Les investisseurs institutionnels, oui, si c'était que des investisseurs institutionnels qui investissent sur XRP, là je suis totalement d'accord, c'est un contrat d'investissement, blablabla, test, oh oui, je suis totalement d'accord. Là on parle de fournisseurs de ODL, on parle d'utilisateurs de ODL. Ils n'investissent pas, eux ils achètent du XRP, ils utilisent le XRP. Donc, il faut faire la différence. Tu vois, je suis d'accord avec la juge Torres, elle est très intelligente entre les acheteurs de détail programmatiques et les investisseurs institutionnels. Contrairement au juge Red Rakoff, qui n'a pas suivi le raisonnement du procès du Terraform Labs. Donc, je suis totalement d'accord. Ici, on vient de le lire. Encore une fois, Stewart Alderoty qui dit que la SEC a seulement 10% de chance de sortir gagnante. Stewart Alderoty, CEO de Ripple, se dit convaincu que la Cour d'appel n'annulera pas la décision de la juge Annalisa Torres dans l'affaire SEC. Donc, dans une récente interview de CryptoLaw, le SEC a cité deux facteurs majeurs qui lui font croire que la SEC ne gagnera pas en appel contre Ripple. Alderoty fait référence à une tendance statistique relative au taux de réussite des appels aux États-Unis, en particulier dans le deuxième circuit où l'affaire Ripple pourrait être portée en cas d'appel. Donc, moi, je suis d'accord avec Stewart Alderoty. Je pense, ça ne m'étonnerait pas de voir un appel. Mais je ne vois pas la SEC gagner l'appel. Okay. Donc, on va mettre les choses au clair. Donc, Ripple Silo a cité les statistiques pour indiquer la difficulté d'annuler les décisions des tribunaux inférieurs du deuxième circuit. De plus, Alderoty a déclaré que le traitement attentif du juge Torres de toutes les questions de l'affaire avait amené Ripple à croire que tout appel potentiel de la SEC échouerait probablement. Je suis d'accord. La déclaration Alderoty intervient moins de 2 semaines après que la juge Annalisa Torres a rendu le jugement final très attendu. Il convient de mentionner que le verdict s'est soldé par une impasse pour les parties. En fait, oui, la seule chose que Ripple a gagnée, c'est au lieu de payer 2 milliards, elle va payer 125 millions de dollars. Mais Ripple a quand même perdu les ventes institutionnelles. La SEC, elle aussi, la SEC, elle aussi, elle a perdu. C'est une impasse dans le sens que, à part qu'elle va recevoir une amende qui est de 125 millions de dollars, à part le fait qu'elle a gagné les ventes institutionnelles, Ripple pourra quand même vendre des XRP en utilisant d'autres alternatives. Donc, la SEC a perdu, Ripple a perdu, les deux ont perdu. Donc, c'est une impasse pour les deux, tu vois. Donc, ce n'est pas vraiment une victoire pour Ripple, ni pour la SEC. D'un autre côté, elle a mis une injonction permanente. Voilà, donc ça, c'est la seule chose que la SEC elle a gagnée. C'est parce qu'elle a réussi à mettre une injonction permanente interdisant les futures ventes de XRP par Ripple. Donc, Ripple ne pourra plus vendre des XRP sur le sol américain directement aux institutions financières. Donc, ils doivent passer par Uphold, ils doivent passer par le marché secondaire, ils doivent passer par les ventes programmatiques, ils doivent passer par Ripple Singapour, ou bien, s'ils veulent utiliser les XRP, ils peuvent passer par Ripple Paiement Direct. Voilà. Donc, la SEC pourrait faire appel, ça ne m'étonnerait pas. Alderoty espère que la SEC ne fera pas appel. Si elle ne fait pas appel, alors je pense que c'est fini, quoi. Si elle fait aucun appel et vraiment elle accepte, c'est fini. Je veux dire, elle accepte le outcome de tout ce bordel, c'est fini, il n'y a vraiment aucun appel. Je pense que l'affaire juridique, elle est finie. Je pense qu'elle est finie.
Donc on va voir, il nous reste 60 jours, il nous reste moins que 60 jours, il nous reste peut-être 50 jours. On va voir. Mais je pense que la SEC va faire appel. Ripple CLO déclare que la SEC ne peut pas modifier le statut de non-sécurité du XRP, même si elle fait appel. Ça, je suis totalement d'accord. XRP, il est sauvé. XRP est une devise. XRP est une commodité. XRP est une marchandise. XRP n'est pas une sécurité. La SEC ne pourra jamais revenir sur cette décision. Parce que si la SEC voulait revenir sur cette décision, elle l'aurait fait en 2023. Pourquoi attendre un an ou je ne sais pas quoi pour revenir sur ça? Tu vois ce que je veux dire? Elle aurait fait un appel directement sur le coup. La nature du XRP est claire. Ce n'est pas une sécurité. Maintenant, c'est les ventes programmatiques, les ventes institutionnelles, ce que Ripple elle fait, tanani, tanana. C'est ce qui fait que peut-être XRP est une sécurité. Mais non. Ce que Ripple fait, elle le fait, on s'en bat les couilles. Mais XRP, la nature, le jour où il a été créé, le jour où il a été préminé, il n'a jamais été une sécurité. OK? Selon Alderouti, les décisions du juge Torres selon lesquelles le XRP ne constitue pas une sécurité en soi et que la négociation du XRP sur le marché secondaire ne constitue pas un contrat d'investissement reste la loi du pays. Le Ripple CLO a affirmé que le deuxième circuit ne peut pas annuler cette décision. Que la SEC fasse ou non appel, sa confiance vient du fait que le deuxième circuit annule rarement les décisions des tribunaux inférieurs. Ouh, tu vois, rarement. Alors, donc la SEC doit venir avec des arguments extrêmement fous pour que cette fois-ci, le deuxième circuit annule les décisions des tribunaux inférieurs. Donc, la SEC doit venir avec quelque chose de très solide. C'est quoi la chose de solide qu'elle va venir avec? Quoi? Hein? Ça fait 4 ans qu'on suit l'affaire juridique. Elle n'a rien. Donc, elle pourra perdre du temps, gaspiller du temps, profiter de la justice, faire appel, aller en deuxième circuit, mais ça peut ne pas aboutir. Et c'est là qu'on pourra vivre un règlement. Si elle fait un deuxième circuit, elle apprend qu'elle va perdre, c'est là qu'on pourra avoir un règlement entre les deux parties une bonne fois pour toutes. Okay? Donc, compte tenu du traitement attentif du juge Torres sur toutes les questions de cette affaire, nous sommes convaincus que la SEC ne parviendra pas à annuler la décision du tribunal. Alderouti conseille à la SEC de ne pas faire appel. Le dirigeant de Ripple a fait ce commentaire en réponse à la question de Verret sur ce qui pourrait se passer si la SEC faisait appel. Depuis que le juge Torres a rendu le jugement final, les passionnés de crypto se demandent si la SEC ferait appel. Dans ses commentaires, Alderouti a déclaré qu'il ne serait pas surpris si la SEC faisait appel, étant donné que l'agence de régulation agit généralement de manière irrationnelle. Voilà, je suis d'accord. Cependant, il a conseillé à la SEC de reconsidérer tout projet d'appel, car rien dans cette affaire ne fait progresser sa mission principale de protection des investisseurs. C'est vrai. Elle est là pour protéger les investisseurs, mais depuis le début de cette affaire, elle est juste en train d'enculer les investisseurs. Il n'y a aucun investisseur qui a été protégé par la SEC. Tu vois, c'est vrai. Donc, c'est bien d'arrêter l'affaire juridique pour protéger tout le monde. Il a ajouté que l'affaire qui ne comporte aucune allégation de fraude, ni victime, ni préjudice, ne fait pas avancer la mission principale de la SEC. Je suis totalement d'accord. Le tribunal les tribunaux continueront de rejeter les théories de la SEC. En outre, il incite sur le fait que la SEC ne devrait pas faire appel, soulignant que ces tactiques contentieuses ont été jusqu'à présent improductives. Et même les juges ont compris les tactiques de la SEC. Le Ripple CLO a affirmé que le juge Torres avait fermement rejeté la décision de la SEC d'étendre la loi sur les valeurs mobilières via cette affaire. Yes, je suis totalement d'accord, man. Et Siwar Alderouti, il explique tellement bien, il parle tellement bien que c'est vraiment un super-héros, ce gars-là. Pendant ce temps, la SEC ne semble pas avoir de problème avec la décision du juge Torres concernant le statut de non-sécurité de XRP. Cela s'est manifesté dans sa tentative de déposer un appel interlocutoire contestant la décision du jugement sommaire dans l'affaire. À l'époque, la SEC cherchait à annuler la décision concernant les ventes programmatiques et autres distributions de XRP. C'est pour ça que la SEC pourrait faire un appel sur les ventes programmatiques parce qu'elle a essayé de les annuler. Laissant de côté le statut de non lié à la sécurité de XRP, tu vois. Donc, elle court après les ventes programmatiques, les ventes institutionnelles, mais elle ne court pas derrière la clarté du XRP. Parce qu'elle sait, même Gary Gensler, il a fait des cours au MIT en expliquant c'est quoi XRP. Ils le savent, XRP ce n'est pas une sécurité, c'est comment on l'a vendu. C'est ce qui a fait que XRP était une sécurité. Mais une fois qu'on arrête les ventes, XRP ce n'est pas une sécurité. Donc la SEC ne va jamais revenir sur la clarté du XRP, mais elle pourra revenir sur les ventes programmatiques.
Et les ventes programmatiques est une alternative pour les institutions financières américaines de se procurer du XRP sur le sol américain. Donc, si les ventes programmatiques, si la SEC fait appel sur les ventes programmatiques, alors Ripple va avoir un peu la vie dure sur ses opérations. Donc, c'est pour ça qu'elle va faire appel elle aussi. Voilà. On avance. Ici, on parle, ça vient tout juste de sortir le 13 août, SBI, grâce à un partenariat stratégique avec SBI, Digital Community et Ripple. Grâce à un partenariat stratégique avec SBI, Digital Community et Ripple, promouvoir l'utilisation de XRP Ledger dans la communauté Web3. Donc, comme vous le savez, les Japonais adorent le XRP Ledger, adorent XRP, adorent Ripple. Presque toutes les banques japonaises roulent sur Ripple, RippleNet. Donc, voilà quoi. Donc là, maintenant, on essaie de promouvoir le Web3, l'utilisation du XRP Ledger dans la communauté Web3. SBI Digital Community et Ripple Labs. Nous sommes heureux d'annoncer que nous allons promouvoir l'utilisation du XRP Ledger dans la communauté Web3 grâce à une alliance stratégique avec Ripple. Le XRP Ledger est une blockchain publique de couche 1 développée pour permettre des paiements rapides, peu coûteux et durables. Le XRP Ledger a été utilisé dans des services d'entreprise tels que Ripple Payments, une solution de transfert de fonds international utilisant les actifs cryptographiques fournis par Ripple. Ripple contribue également au développement open source du XRP Ledger. Grâce à cette alliance stratégique, nous augmenterons les opportunités pour les utilisateurs individuels d'utiliser le XRP Ledger et travaillerons à populariser le XRP Ledger via la communauté Web3, gérée par SBI Digital Community. Continuez à le faire. OK. Donc, on continue à promouvoir cette magnifique technologie sur le sol japonais. Magnifique, magnifique, j'adore. N'oubliez pas que Ripple elle a mis en place 1 milliard de XRP pour les développeurs japonais et coréens, sud-coréens. Et pour finir la vidéo, on est déjà à 46 minutes. Bon, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire cette semaine. On va attendre encore. Mais il n'y a pas vraiment grand-chose à dire à part la SEC. Donc, ZOT obtient 4 millions de dollars pour construire une infrastructure de rendement DeFi avec les actifs du monde réel. Donc, ça vient tout juste de sortir, ça aussi, le 6 août 2024. ZOT obtient 4 millions de dollars pour construire une infrastructure de rendement DeFi. Et quelles compagnies ont investi sur ZOT? Le cycle de financement a attiré un large éventail d'investisseurs, notamment Taisu Ventures, G20, Fat4 Ventures et d'autres. Coinbase et Hedera, ainsi que la fondation XRP Ledger de Ripple ont également soutenu le projet. Donc, ça veut dire que c'est un gros projet, ce truc-là, ZOT. Et voilà quoi. Donc, Ripple et Hedera ont investi sur ce projet-là magnifique qui a rapport avec la DeFi. Et la DeFi, c'est tellement important dans ce nouveau monde que ça va devenir l'épine dorsale de la finance mondiale, la DeFi. Donc, c'est très important, c'est très important d'investir sur des projets qui ramènent, qui solidifient cet écosystème qui est la DeFi. Donc, c'est très important parce que c'est le futur. Donc, voir Ripple qui investit sur ZOT, c'est magnifique. OK? Donc, voilà la famille, une vidéo de 47 minutes. J'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas les likes, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas le rabais sur le Decent Wallet. N'oubliez pas d'intégrer le club des champions. Donc, sinon, je vous dis ciao, ciao. Prenez soin de vous et on se capte jeudi pour une autre vidéo statique. Peace.